Bon, effectivement, biodynamie, on a beaucoup en commun, hein. Ça s'appelle bio, ça veut dire qu'on respecte le vivant, qu'on s'appuie sur les lois et les principes du vivant. Dans les deux cas, c'est des agricultures qui n'utilisent aucun intrant chimique, aucun pesticide de synthèse, aucun produit de synthèse. Par principe de base, en disant que tout produit de synthèse n'a pas sa place dans la nature ne sait pas quoi en faire, c'est pas comment le dégrader, c'est pas comment l'utiliser. Donc c'est une règle de base. Après, la biodynamie, on va dire, a développé une démarche qui cherche vraiment à saisir la nature intime des êtres vivants avec lesquels elle travaille. En biodynamie, on dit qu'il faut vraiment, le principe du vivant, c'est cette idée d'organisme. Donc en fait, on a besoin d'un cycle de substances, comment la terre va produire des plantes adaptées au terroir, et là on essaye d'aller vers une sélection spécifique des variétés adaptées au lieu, avec une connaissance intime des plantes, hein, quelle plante est vraiment adaptée au lieu pour en tirer le maximum de potentiel, des plantes qui vont nourrir des animaux, et des animaux qui vont faire du fumier, qui va nourrir le sol, qui va nourrir la plante. Et on met un cycle vertueux comme ça, et idéalement sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'exploitation agricole, mais nous on préfère appeler l'organisme agricole, sur une ferme en fait, on essaye de mettre en place ce cycle, c'est-à-dire qu'en biodynamie, les intrants extérieurs sont très limités. Quand on rencontre une plante ou un animal, on ne cherche pas à le réduire à un objet, à mesurer seulement sa taille, etc., à faire son analyse, à le décrire. On cherche à saisir ce qui est la spécificité d'une plante. On pourrait dire, on peut parler du geste d'une plante, hein, comme on peut parler de tempérament de personne. Ben là, on peut chercher le caractère spécifique d'une plante, le caractère d'un animal. C'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les biodynamistes, de saisir le caractère spécifique de différents animaux et s'apercevoir que la présence d'animaux sur une ferme, de vaches, apporte une certaine qualité, même une ambiance, va créer un fumier qui est le reflet de cette ambiance, de la manière dont la vache habite l'espace, de ce qu'elle mange, mais aussi dont elle habite l'espace. Les vaches, ça calme, ça crée une certaine ambiance. Et ça, c'est des choses qu'on découvre et qu'on peut découvrir de manière empirique, hein, si on affine sa sensibilité pour pas seulement réduire l'animal à un objet, mais se dire, mais la vache, qu'est-ce qu'elle incarne? Comment elle vit au monde? Comment elle est au monde? Par cette approche qualitative, on s'aperçoit que la diversité est essentielle, parce que chaque être vivant, chaque plante, chaque animal va apporter une facette et va enrichir le domaine et les interactions possibles. Il y a suffisamment de recherches qui ont montré que maintenant, en fait, plus il y a de biodiversité, plus un écosystème est résilient, se remet d'une catastrophe. Que certains agriculteurs mettent des nichoirs pour avoir des oiseaux qui ont disparu de leur domaine, ou vont favoriser la venue d'un animal sauvage. Ça paraît bizarre, mais des chauves-souris, par exemple, s'il n'y en a plus, on va tout faire pour en avoir. C'est une phénoménologie, on est dans une approche sensible, hein. On part de ce qu'on observe vraiment, de l'observation du sol, hein, on utilise tous nos sens, hein. Donc les biodynamistes, ils mettent souvent le nez dans leur compost, le nez dans leur fumier, le nez dans leur terre, ils touchent leurs plantes, ils goûtent leurs plantes. C'est tout ce qu'il y a de plus concret, c'est juste être là et regarder ce qu'on a en face de soi. C'est tout l'inverse de quelque chose d'abstrait ou de fumeux. Et si j'observe ma plante et que je la considère comme un être vivant et je la regarde au fil du temps, au fil de sa croissance, j'arriverai à anticiper un déséquilibre, une éventuelle maladie, une éventuelle attaque de champignons. Hein, si je pense à un viticulteur qui a toujours peur des attaques de mildiou, pour éviter d'arriver à un développement de maladies graves où les traitements alternatifs naturels ne suffisent pas, justement. C'est-à-dire on ne cherche pas du tout à supprimer les parasites, ce qui est considéré d'ordinaire comme parasite. On cherche à renforcer la plante et l'animal, je crois qu'on l'aura compris, à renforcer leur capacité de résistance, à renforcer leur santé. Et pour ça, on le fait par le sol, puisque c'est le sol qui est la base de santé pour les plantes et les plantes pour les animaux, hein, et les animaux, les plantes et les animaux pour la santé humaine. Donc renforcer le sol, avoir un sol véritablement sain et un sol qui permet aux plantes en fait de résister aux différents déséquilibres. Et en fait pour ça on utilise une palette de 6 plantes médicinales qui sont très connues, comme le pissenlit, tout le monde connaît, hein, comme la camomille, hein, comme par exemple l'écorce de chêne, hein,
ou peut-être moins connue, la valériane. Ce sont toutes des plantes, si on regarde où elles poussent dans la nature, on va s'apercevoir qu'elles poussent toutes sur des terrains très déséquilibrés. Et elles sont capables, par leur présence déjà dans la nature, de rééquilibrer le terrain. Un terrain qui a reçu un excès de lisier frais, trop d'azote, va se couvrir de pissenlit, va devenir tout jaune. Et le pissenlit il joue un rôle dépuratif. Et donc nous, en biodynamie, on va cueillir les fleurs de pissenlit, les faire fermenter de manière particulière et en mettre une petite quantité, une dose, type dose homéopathique, dans la fémure, dans le tas de compost, qui sera ensuite apporté au sol. Informer la plante en fait pour qu'elle sache se comporter face à des difficultés ou un parasitisme, etc. La plus connue, c'est l'ortie. Hein. Évidemment, tout le monde connaît l'ortie. C'est peut-être la reine des préparations biodynamiques et elle est maintenant connue dans toute la pratique de jardinage bio et c'est très bien, quoi. Hein. Dès les débuts de l'agriculture biodynamique, dès sa fondation, donc, qui a démarré avec un cycle de conférences donné par Rudolf Steiner. La proposition de Steiner, qui avait préparé ce cycle de conférences avec Pfeiffer, donc avec un agronome, hein, c'était de dire expérimenter ces pistes de travail, mais accompagner ça par de la recherche. Donc en fait, dès le début, dès les années 1920, avant même que des indications pour la pratique de la biodynamique aient été données, dans la maison dans laquelle on se trouve, dans la cave de la maison dans laquelle on se trouve, ici à la Glasshaus, donc à Dornard, étaient faites des expérimentations pour tester l'effet de ces préparations biodynamiques. Par exemple, l'idéal de la biodynamie a toujours été d'accompagner la pratique et la recherche, de mener de pair pratique et recherche. Au début, c'était une recherche relativement simple. Les premiers paysans qui ont démarré la biodynamie, ils laissaient un champ sans pratiquer la biodynamie, un autre où ils utilisaient la biodynamie, ils regardaient, ils comparaient. Il y a même des expériences toutes simples où il y en a un qui dit j'avais 2 prairies, il y en a une j'ai passé les préparations biodynamiques, l'autre j'ai pas passé, j'ai lâché mon troupeau de vaches et j'ai regardé où est-ce qu'elles avaient envie d'aller, quoi. Mais pour les paysans, ça leur donnait leur propre certitude. Ah oui, bon, mais si mes vaches savent ce qui est bon pour elles, ça doit être censé, quoi. Il y a eu des essais faits comme ça aussi avec des rats ou des souris. Pareil, 2 paquets de grains, la même quantité de grains. Ils avaient le choix d'aller dans une partie de la cage, l'autre partie. Bon, ils préféraient le grain biodynamique, les animaux. Donc des choses de bon sens. Pourquoi il n'y a pas trop de recherche globalement par rapport au reste de la recherche agronomique? C'est tout simple. C'est parce qu'évidemment, pendant très très longtemps et encore aujourd'hui, la biodynamie reste un sujet qui est pour beaucoup de chercheurs difficile à aborder, quoi, hein. C'est comme l'homéopathie, on voit bien ce qui est arrivé pour Benveniste, hein. C'est vraiment pas facile de parler de mémoire de l'eau. Tout d'un coup, on est évacué de toute la communauté scientifique, on est déconsidéré. Donc en fait, les biodynamistes ont mis en place leur institut de recherche en Allemagne, ici, et en Allemagne, 2 endroits où depuis 1920 ici et depuis 1950 en Allemagne, à Darmstadt, hein, le centre allemand de la biodynamie, il y a un institut de recherche. Et ensuite, des instituts de recherche se sont mis en place en Suède, aux États-Unis, sous l'instigation de Pfeiffer, hein, qui est connu par son livre Fécondité de la Terre, entre autres. Mais c'est vrai que la critique qu'on peut faire, c'est les biodynamistes eux-mêmes qui ont fait la recherche sur leur manière de produire. Mais personne d'autre s'y intéressait, donc ils étaient bien obligés de le faire. Et en fait, pendant longtemps, la recherche était jusque dans les années 70, c'était surtout une recherche pour affiner les pratiques, pour donner des outils aux producteurs, hein, pour mieux utiliser les pratiques biodynamiques. À partir des années 70, il y a eu, en particulier en Allemagne, en Suisse, il y a eu une nouvelle vague de recherche où la société a commencé à s'intéresser à la biodynamie, donc des consommateurs, quelques chercheurs, d'autres, des agriculteurs de manière un peu plus large. Et là, il y a eu des essais pour prouver l'efficacité de la pratique biodynamique depuis les années 70, en Allemagne et en Suisse. En Suisse, dans les années 70, un groupe de paysans, paysannes bio et biodynamistes se sont mis ensemble et ont dit on va créer un institut de recherche tenu par des paysans. Ça s'appelle le FIBEL, hein, l'Institut de recherche en bio de Suisse, là, où on a une variante fertilisation minérale, fertilisation traditionnelle, comme les paysans faisaient dans le passé, fertilisation bio et fertilisation biodynamique. Cet essai s'appelle l'essai DOC, D-O-K, D pour dynamique, O pour organique, donc bio et K pour conventionnel. Sur cet essai ont été faits énormément de mesures, de recherches, avec tous les outils et en respectant toutes les techniques validées par la science actuelle.
Et là, on voit très bien l'intérêt pour la fertilité du sol de la biodynamie. La biodynamie, avec ses préparations, son mode de fertilisation maintient au mieux et augmente la teneur en humus dans le sol. Voilà. L'activité microbienne est augmentée par rapport aux autres méthodes. Donc cet essai doc continue à fonctionner, on peut le visiter, on peut consulter énormément de résultats de recherche. Et c'est un des essais de référence. D'autres essais équivalents ont été faits en Suède et en Allemagne. Donc là, ça devient intéressant quand dans des pays différents, sur des sols très différents, on a des résultats comparables. L'an passé, ici à la section d'agriculture du Goetheanum, on a organisé un congrès de recherche qui a quand même réuni 180 chercheurs du monde entier. Je pense qu'on avait une vingtaine de pays représentés, tous les continents. Où on invitait tous les chercheurs qui travaillaient sur la biodynamie à présenter leurs papiers, à échanger. Oui, c'était très enthousiasmant de voir quelqu'un de Chine qui disait moi, dans mon petit coin, dans mon université, là, je suis tombé sur la biodynamie, je fais des essais et puis j'ai des résultats qui m'étonnent moi-même. Et voilà, je vous présente ça. Ou un Indien, après on avait des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du Brésil. Donc des gens qui sont plutôt dans le monde universitaire et puis des gens qui sont des instituts privés ou des indépendants. Donc on avait aussi des personnes, quelques personnes de l'INRA de France qui sont venues. Entre autres Jean Masson, là, un chercheur qui travaille à Colmar sur la vigne et qui a montré que la vigne soignée en biodynamie a plus de résistance naturelle que la vigne que les autres, comparée aux autres. Et là, il y a un livre qui vient de sortir, qui est en anglais, en français, il y a déjà beaucoup de choses, mais un livre qui vient de sortir et qui fait vraiment une très belle synthèse de la recherche, qui s'appelle Vitalité. Je pense qu'il sera bientôt, d'ici 1 an ou 9 mois, il sera en français, où il y a beaucoup d'éléments vraiment très intéressants, à la fois des recherches analytiques, des recherches classiques, et des recherches alternatives avec des méthodes telles que la méthode de cristallisation sensible. Donc ça, c'est une méthode qui permet en fait de tester, d'évaluer par des images la vitalité des aliments. Alors, ça a mis du temps et c'est seulement depuis une quinzaine d'années que cette méthode est maintenant respecte les normes scientifiques, c'est-à-dire qu'elle est reproductible. C'est-à-dire que des personnes dans différents labos utilisent le même protocole et arrivent à des images similaires, suffisamment comparables pour qu'on puisse dire que c'est une méthode reproductible. Elle est reconnue, les publications ont été faites et elle respecte les normes scientifiques. Donc ça, c'est typiquement une méthode qui a été vraiment mise au point spécifiquement par le mouvement biodynamique pour montrer la vitalité des aliments. On était assez surpris de voir beaucoup de viticulteurs s'intéresser à la biodynamie et venir nous voir, nous, formateurs, nous, organismes de développement, en disant mais les effets de votre biodynamie, là, de vos préparations à dose homéopathique, nous, on les voit tout de suite sur notre vigne. Et les viticulteurs étaient capables de nous dire mais là, tu as vu, les feuilles se tiennent autrement, elles sont plus luisantes, elles sont plus brillantes, qu'est-ce que vous avez fait? Donc apparemment, la vigne est comme un révélateur de la biodynamie. Leur vigne est plus saine, est moins fragile aux maladies. Je ne dis pas qu'elle n'est pas malade, la vigne en tant que telle est très affaiblie pour beaucoup de raisons, mais se comporte mieux et surtout donne un raisin beaucoup plus caractéristique du terroir, beaucoup plus intéressant au niveau gustatif, au niveau aromatique, et du coup donne des vins qui sont plus riches, plus diversifiés. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est leur série de la Revue du vin de France, où il y a un gros dossier sur la biodynamie. Le meilleur sommelier du monde de 2000, là, Olivier Poussier, qui décrit la chose de la manière suivante. Le plus impressionnant, c'est de voir dans le vin l'évolution d'un domaine qui passe d'une agriculture conventionnelle à biodynamique. Là, on lui demande à quel domaine pensez-vous. En premier lieu, à Pontet-Canet, à Pauillac, donc le plus spectaculaire selon moi. C'était un 5e cru classé, correct, dans le Bordelais, qui est passé en biodynamie. Et d'année en année, on voit la progression. Et maintenant, Pontet-Canet tutoie les premiers crus classés. C'est-à-dire qu'il a monté 5 degrés, passer de 5e cru classé à 1er cru classé pour un Bordeaux, c'est incroyable. Et ça a des conséquences aussi sonnantes et trébuchantes, évidemment, mais surtout de reconnaissance. Et il cite d'autres exemples. Pour le vin, on cherche vraiment la qualité de terroir et le millésime. Dans un amateur de vin, il cherche à vraiment retrouver le caractère du lieu, le caractère du cépage, bien sûr, de la variété de vigne, et puis aussi de l'année, du climat, du ciel en fait. En fait, le vin, c'est la rencontre de la terre et le ciel. C'est ça qu'on cherche, cette espèce un résultat de cette rencontre, terre et ciel, plus les hommes et les femmes qui font le vin. Et là, ce que nous dit Poussier, il nous dit ça, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus net,
avec la biodynamie. Les préparations biodynamiques vont aider la plante à enfoncer ses racines beaucoup plus profond dans le sol. Donc logiquement, elle tirera plus d'éléments minéraux spécifiques du lieu si ses racines sont plus profondes. Ça a été montré. Mais que ça se retrouve juste dans le goût, ça c'est quand même impressionnant. Et de l'autre côté, une des préparations biodynamiques, la silice, pour nous, ce qu'on en dit, c'est qu'elle aide vraiment la plante à mieux recevoir les qualités de lumière spécifiques du lieu. Les qualités de ce qui vient du ciel, la lumière, la chaleur, la qualité du climat, quoi, la qualité de l'année, le millésime, comme on dit en viticulture. Et ça, c'est pareil. Les sommeliers nous disent ça. Bah oui, le caractère du millésime est plus affirmé, quoi. La plante a une identité plus forte et en même temps plus le reflet de son lieu. Parce que chaque lieu sur Terre est différent, mais on peut supprimer cette individualité, cette spécificité des terroirs. L'extrême, c'est le hors-sol, il n'y a plus de lien au sol du tout. Alors que là, nous, on fait c'est pas du hors-sol, on fait l'inverse du hors-sol, on fait du sol renforcé. On essaye d'aller tirer plus fort ce qui vient des profondeurs du sol et de s'ouvrir plus au cosmos. Alors j'ai parlé de la lumière, bien sûr, il y a aussi les influences des planètes. Enfin, tout ce qui vient du ciel peut, en tout cas potentiellement, se marquer dans le produit. Donc effectivement, l'idéal de la pratique biodynamique, c'est d'aller vers des domaines, des fermes, des domaines agricoles individualisés. C'est intéressant de constater, là aussi, il y a des sociologues qui étudient, qui font des enquêtes chez les biodynamistes. Et un chercheur là, qui disait récemment dans un échange, qui dit « mais j'ai l'impression que ce qui se passe, en fait, les biodynamistes sont en train de travailler sur une individuation du domaine, en prenant ce terme de Jung, et en même temps s'individualisent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en individualisant mon lieu, je prends plus conscience de mon individualité, de mon identité. Le changement climatique touche tout le monde, les biodynamistes aussi, bien sûr, les biodynamistes aussi, mais dans la mesure où on crée un microclimat, en fait, avec cette idée de créer un organisme agricole. On parle beaucoup d'agroforesterie aujourd'hui. Évidemment, maintenant, j'ai lu hier dans le journal, ça y est, toute l'agriculture se met à l'agroforesterie. Il était temps. Pour nous, l'agroforesterie, dès le début, elle fait partie. Je rappelle que, c'est intéressant de savoir que Pfeiffer, donc un des cofondateurs de la biodynamie, en 1950, il a écrit un livre qui s'appelle « Le visage de la Terre ». Donc on considère la Terre comme un être vivant. Son visage, c'est la surface. Et ce visage, il doit être soigné et respecté. Comment ? En le structurant par des haies, par des arbres, par une diversité, en le protégeant, en l'ombrageant en certaines parties. Donc l'agroforesterie, elle est déjà présente dans cet ouvrage du visage de la Terre. C'est, je pense, le premier livre d'écologie pratique. Donc cette idée, voilà, c'est de créer un microclimat sur le domaine qui résiste mieux aux aléas climatiques. L'Institut de recherche suisse d'agriculture bio vient de publier récemment des résultats où il montre que la pratique biodynamique telle qu'elle est faite sur ces parcelles en petits carrés, là, comparée à la pratique conventionnelle, contribue moitié moins au réchauffement climatique. Parce que, on ne le dit pas, l'engrais azoté demande beaucoup de consommation d'énergie, donc beaucoup d'émissions de carbone. 1 à 3% de l'énergie mondiale est utilisée pour faire de l'engrais azoté chimique pour les champs. On dit que c'est les vaches qui sont les tueuses du climat. Donc là, il faudrait vraiment aborder les choses en mettant tous les chiffres à plat. Après, globalement, la meilleure manière de limiter le changement climatique, c'est de fixer évidemment du carbone, pas seulement, et de limiter l'évaporation de l'eau, 2 choses. Donc fixer du carbone, comme on fait en biodynamie, en accumulant la couche d'humus. Et ça, clairement, les résultats montrent qu'effectivement la biodynamie bien appliquée a vraiment le potentiel d'augmenter la couche d'humus au fil du temps, donc fixer toujours plus de carbone, tout simplement. Planter des arbres, c'est du carbone qui est stocké, donc on plante des arbres, un biodynamiste qui s'installe, il commence à faire des haies tout autour et à planter des arbres et des... Bon, on fixe du carbone et on n'en discute pas, on ne rêve pas de puits de carbone, on le fait très concrètement. On plante des arbres et hop, on fait des chantiers. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre largement aussi problématique que le CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'eau arrive, il faut avoir des sols pleins d'humus, il faut avoir des structures du paysage qui font que l'eau va être retenue et va être absorbée par la terre et ne va pas rester à l'état de flaque qui s'évapore tout de suite. Donc retenir l'eau, garder l'eau pour limiter les sécheresses, pour limiter l'excès d'évaporation. Si toute l'agriculture mondiale s'appliquait à réintégrer beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes, beaucoup de haies, donc de plantes pérennes, on fixe ça. Si toute l'agriculture mondiale était bio ou biodynamique, on augmenterait, on accumulerait énormément d'humus.
Si on se donnait comme l'État du Sikkim ou comme le petit pays du Bhoutan qui est 100% en bio aussi, hein, si on faisait ça au niveau mondial, chaque gouvernement se disait, bon, on se donne 20 ans pour aller 100% vers la bio, fixer du carbone par l'humus, effectivement, on pourrait vraiment contribuer à limiter beaucoup le réchauffement de la planète. Ça, j'en suis complètement persuadé. En Amérique du Sud, il y a encore beaucoup de petits paysans qui ont une pratique traditionnelle. En Amérique du Sud, par exemple, la Pachamama, la terre, est un être vivant. Et pour eux, quand on leur dit, nous, avec la biodynamie, on a aussi une vision de la terre comme un être vivant, pour eux, c'est fantastique, parce qu'ils disent, ah, en Europe, il y a des gens avec qui on peut vraiment converser, qui ont une approche, qui considèrent la terre comme un être vivant. Ben, nous aussi, la Pachamama, la terre, on la respecte. Il y a même certains États, je crois l'Équateur et la Bolivie, qui reconnaissent les droits de la terre en tant qu'être vivant. C'est inscrit dans la Constitution. Bon, on n'est pas encore là en Europe. Hein. En Nouvelle-Zélande, grâce au peuple racine, comme on dit aux Maoris, les rivières, certains lieux, donc certains éléments du paysage, sont reconnus comme des personnalités juridiques, sont considérés comme des êtres vivants à part entière. Donc nous, là, on trouve en fait des convergences, par exemple, avec ces approches traditionnelles, quoi. Oui, alors on peut lire effectivement hein, dans certains médias, blogs et autres, ils disent tiens, la biodynamie donne des bons résultats, on peut goûter, tiens, les bons vins, les bons produits, mais on ne comprend pas ce qu'ils font quand même. Et c'est ésotérique, c'est occulte, enfin on emploie tous ces termes, mais souvent de manière péjorative, alors que ce ne sont pas forcément des termes péjoratifs. Je voudrais quand même dire que occulte et ésotérique, il n'y a pas de raison que ce soit péjoratif. Même magie, il y a magie blanche et magie noire, donc ça n'a pas besoin d'être péjoratif. Mais quand c'est employé comme ça, c'est toujours très péjoratif. Hein. C'est pour nous mettre dans la case des sorcières, et on sait ce qu'on a fait aux sorcières. J'ai relu récemment un ouvrage sur les sorcières en Alsace, là c'est monstrueux, hein, 1600 sorcières brûlées. À l'époque du rationalisme, hein, pas au Moyen-Âge, c'est pas vrai, les sorcières n'ont pas été brûlées au Moyen-Âge, elles ont été brûlées à l'époque de Pascal, de Descartes, de nos grands penseurs rationalistes. Un chercheur qui décrit très bien la question de ce qu'on appelle l'ésotérisme, il dit en fait l'ésotérisme, ce sont tout un ensemble de connaissances empiriques, de connaissances peut-être intuitives, de connaissances d'autres types que la connaissance rationaliste, qui existait de tout temps, qui existe dans toutes les cultures, et qui, en fait, à partir de la Renaissance, en Europe, ont été complètement évacuées et taxées de sorcellerie, de magie et d'ésotérisme, en fait. Et ont été complètement évacuées du champ de la connaissance. Pour le dire tout autrement, la plupart de nos sorcières ou sorciers, c'était ce qu'on appelle le medicine man ou le chaman dans d'autres continents. C'est quand même intéressant que nos chercheurs aujourd'hui se passionnent pour les medicine man ou pour les chamans et que nos gros labos de pharmacie, quand ils ont besoin de trouver un nouveau remède, ils vont demander aux medicine man ou aux chamans. La plupart de nos grands labos envoient des anthropologues pour demander en Amazonie ou en Afrique aux medicine man, aux sorciers comme on dit aujourd'hui, quand tu as un tel problème de santé, là, comment tu soignes la personne? Et après, on prend la plante en question et on l'analyse. Un certain nombre de nos remèdes ont été faits comme ça, grâce à une connaissance ésotérique, occulte, magique. Mais ça, on ne le dit pas, c'est pas propre. Après, on met des belles analyses de molécules. Hein. En tout cas, la biodynamie peut déranger parce qu'elle essaye de réintégrer la partie noble de ces connaissances en disant non, c'est une connaissance empirique, c'est une connaissance directe. Et ça, en fait, les paysans ont toujours eu cette connaissance directe. C'est quoi? En fréquentant une plante, si je fréquente des plantes autour des arbres qui sont près de chez moi tous les jours, eh ben, au bout d'un moment, je les connais. Et à un moment, je vais avoir une intuition, une idée qui va m'arriver. Mais tiens, cette plante, elle pourrait être utile pour ça. Et j'essaye. C'est ça un aspect de la connaissance qu'on a taxé de sorcellerie, de magie. C'est une connaissance intime, directe. Et dans le passé, à mon avis, la plupart des paysans et des paysannes vivaient comme ça. C'était transmis, bien sûr, de père en fils, mais c'était aussi par la rencontre directe avec ces plantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a évacué du champ de la connaissance occidentale et qu'on a taxé de magie. Et en fait, je dirais la biodynamie, effectivement, essaye de réintégrer cette connaissance, on peut dire, c'est de la science expérientielle. Par l'expérience directe, on peut apprendre des choses. Par la rencontre directe, on peut apprendre des choses et après, il faut l'expérimenter, il faut le valider. Et c'est ce qu'on fait en biodynamie. Hein. Quand un de nos producteurs en biodynamie teste une nouvelle plante, il essaye, il a expérimenté sur ses parcelles, à ses risques et périls.
Après, on va faire un peu d'expérimentation systématique et voir si cette nouvelle découverte du biodynamiste, elle est valable. Ce n'est pas du tout de la sorcellerie, c'est juste, je travaille avec les plantes que je connais. Mais il a commencé par l'expérience directe. Et à un moment, la plante, il connaissait tellement la plante que tout d'un coup, il a eu une sorte d'intuition. Il a dit, mais ouais, elle a tel comportement, telle attitude, elle résiste tellement à la sécheresse, cette plante, qu'évidemment, elle peut aider ma vigne contre la sécheresse. On ne prend pas toutes les indications de Steiner comme vérité d'évangile. Ce n'est pas de la science infuse, c'est des éléments issus d'une recherche approfondie de perception fine du vivant, de la compréhension du vivant, mais il faut le faire valider par l'expérience, et si ça ne fonctionne pas, soit vous n'avez pas trouvé la bonne procédure, soit c'est une mauvaise indication, et on le laisse de côté et on ne fait pas. Expérimenter, essayer, confirmer, compléter avec d'autres recherches, explorer d'autres auteurs, explorer dans la tradition, comme j'ai essayé de le montrer, explorer ailleurs, et faites votre chemin. L'idée, c'est de faire son chemin soi-même. Dans les pays, par exemple, Espagne, France, Italie, il y a un fort développement de la biodynamie qui passe entre autres par la viticulture, mais maintenant aussi en arboriculture, aussi en production de céréales. On a maintenant des producteurs qui ont des gros domaines, qui s'intéressent à la biodynamie parce que les questions sont vraiment graves. Il faut pas, l'heure est vraiment grave, il y a beaucoup de soucis. Les rendements progressaient jusqu'en 2000 par exemple en céréales, et donc toujours plus d'engrais, ça marchait, la terre répondait. Et là maintenant c'est fini, il n'y a plus de progression des rendements. C'est-à-dire que les rendements peuvent monter et une année peuvent chuter. On n'a plus du tout cette belle augmentation des rendements progressifs qui était la fierté de l'agriculture conventionnelle, qui disait, vous voyez, plus d'engrais, on est toujours meilleur, on est toujours plus. C'est plus du tout vrai. Avec le problème du changement climatique, c'est devenu très très fragile. Il y a des années où il y a vraiment une catastrophe. Ils voient que la biodynamie, avec ses procédés pour apporter de la santé, en fait, vont pas garantir des rendements très élevés, mais vont garantir des rendements moyens réguliers. Et ça, c'est important. Pour nourrir la planète, enfin pour nourrir les gens, c'est important. C'est important, c'est des rendements réguliers. Avoir un très haut rendement de pommes pleines de flotte une année qui n'ont aucun goût, ce n'est pas vraiment un cadeau. Qui se conserve mal, ça ne vaut pas la peine. Donc il y a un bon développement de la biodynamie dans les pays du sud de l'Europe en ce moment, avec des gros domaines, on l'a entendu sur la vigne, très réputés qui se mettent à la biodynamie. En viticulture, c'est dans le monde entier, donc les domaines les plus réputés viennent à la biodynamie. Ça, c'est pour l'aspect gustatif plutôt. Tout producteur, quelle que soit la pratique agricole qu'il a, aime sa terre, aime ce qu'il fait. Donc il s'aperçoit qu'il a massacré sa terre, et certains s'en aperçoivent à leur corps défendant, mais certains le disent vraiment, je n'ai pas réalisé que j'avais massacré ma terre. Ensuite, ce qui se passe depuis une bonne quinzaine d'années, je crois depuis autour de l'an 2000 en gros, c'est qu'il y a vraiment un développement de la biodynamie, comme on disait avant, dans le monde entier, et aussi dans des pays tels que l'Inde, l'Asie, la Chine s'intéresse, le Japon, et toute l'Amérique du Sud, où là ça touche un autre domaine, c'est vraiment entre autres des petits paysans qui ont besoin d'une agriculture qui leur permette de survivre. Ce que j'ai vu en Inde, ce n'est pas des gens qui vivent, c'est des gens qui survivent. Et si la biodynamie, et là il y a eu des comparaisons, des études très intéressantes, la biodynamie ne leur permet pas un rendement supérieur à l'agriculture conventionnelle, elle leur permet à peu près le même rendement. Sauf qu'en agriculture conventionnelle, la moitié du bénéfice, il est dépensé pour payer des engrais et des semences, OGM, du coton par exemple. Si en biodynamie, je garde tout mon bénéfice où j'ai juste besoin d'acheter 2 micro-portions de préparation biodynamique que j'ajoute dans mon compost ou que je peux faire moi-même si j'ai appris à les faire, ce qui est encore mieux, le résultat final, le bénéfice final, il est double pour la même production. Et ça, c'est ce que j'ai vu moi chez les tout petits paysans. Et les gens ils disent tout simplement, avant on survivait, maintenant on commence à vivre. On a un peu d'argent, on peut payer un peu les études aux enfants, voilà, ça c'est de la survie. Ça me donne peut-être encore une motivation encore beaucoup plus grande pour proposer la biodynamie à tous ceux que ça intéresse. Il ne s'agit pas du tout de faire du prosélytisme, mais à tous ceux que ça intéresse. Maintenant, de manière tout à fait active et volontaire, on souhaite vraiment échanger avec tout le mouvement bio, faire partie. On a toujours fait partie de ce mouvement, mais de manière plus active, en disant on a des contributions spécifiques à amener, on a des pratiques particulières qu'on peut partager. Elles sont pour tout le monde, elles ne sont pas réservées à celui qui s'inscrit je ne sais pas où. Il n'y a pas besoin d'être membre de rien du tout. Tout le monde peut utiliser de la tisane d'ortie, tout le monde peut utiliser les préparations biodynamiques, tout le monde peut apprendre à les faire. D'ailleurs, on donne les recettes partout, elles sont disponibles à toute personne qui souhaite les avoir. C'est absolument réservé à personne, c'est absolument rien d'ésotérique au sens où ça serait caché et fermé. Et à l'inverse, apprendre de ce que les collègues du mouvement bio peuvent nous amener, parce que là, on a des rencontres fantastiques.